Eh bien voilà, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi, dont le titre est Insuffisance respiratoire dans un contexte de vasculite à ANCA. Donc c'est bien parce qu'on connaît déjà une partie peut-être de la solution. Et donc du point de vue du raisonnement clinique, quand on est dans un contexte de vasculite à ANCA, la question qui va se poser sera de dire est-ce que ce qui va se passer au niveau respiratoire rentre dans le cadre de la maladie de base. Est-ce que cette maladie de base est traitée? Auquel cas, est-ce qu'il y a un effet secondaire des médicaments qu'on administre? Et généralement, comme on donne des immunosuppresseurs, est-ce que c'est une cause infectieuse? Et donc, voilà. Donc, je suis en train peut-être déjà de prendre la parole de ce qui va être dit, mais voilà les trois questions auxquelles on va être confronté. Et donc, la parole est à une jeune candidate spécialiste qui se trouve à Braine, qui va se présenter. Je lui donne la parole. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être tous présents. Moi je m'appelle Pauline, donc je suis PG médecine interne de première année et donc je vais vous présenter un cas que j'ai pu suivre donc, lors de mon stage et en même temps que je suis toujours en train de suivre. Et donc je vous propose de commencer maintenant. C'est un patient de 67 ans qui est pensionné, qui a comme antécédent notable surtout une artériopathie des membres inférieurs, assez conséquente puisqu'il a eu pour ça une greffe du carrefour aortoïde fémoral et un pontage avec une athérosclérose qui est quand même modérée mais présente. Et sinon, on note une diverticulose sigmoïdienne, mais pas vraiment d'autres antécédents. Un patient qui fumait quand même de manière assez conséquente, mais qui ne fume plus et qui a une consommation d'alcool plutôt occasionnelle. En août 2023, ce patient se rend chez son médecin généraliste parce qu'il se plaint d'une fatigue en majoration, de douleurs abdominales diffuses avec notamment une irradiation lombaire plutôt migrante, de diarrhée non sanglante, de vomissements plutôt alimentaires et d'épisodes de pyrexie parfois supérieurs à 40 degrés. Son médecin traitant fait une biologie et, suite aux résultats biologiques, lui demande de se rendre aux urgences. Pourquoi? Parce qu'on retrouve notamment une insuffisance rénale vraiment sévère, avec une créatinine presque à 8 et une clairance à 7. Et donc, on estime qu'il y a une atteinte vraiment rénale sévère, notamment tubulaire. Donc, on fait un CT aux urgences abdominales et là, on ne voit pas vraiment grand-chose. On ne voit surtout pas d'obstacle, pas d'hyponécrose et pas vraiment d'atteinte rénale radiologique. Il aura en plus un bilan gastro pour exclure au niveau intestinal et diarrhée qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe à ce niveau-là. On retrouve une panne diverticulose, mais rien d'autre. Donc, avec l'avis des néphrologues, on va faire tout un bilan immunologique. On n'a pas de pic monoclonal, on n'a pas de sérologie spécifique positive. Par contre, on retrouve des anticorps anti-méloperoxydase qui sont positifs. Et donc, on va s'orienter vers une biopsie rénale qui va, elle, mettre en avant une glomérulonéphrite extracapillaire, donc un anticorps cytoplasmique positif avec des foyers de nécrose tubulaire suite aux lésions glomérulaires. On se retrouve donc devant un tableau de polyangite microscopique à ANCA, de type P-ANCA, puisque c'est à méloperoxydase positif, avec une insuffisance rénale terminale. Les vasculites à ANCA, donc, ce sont des vasculites auto-immunes qui sont caractérisées par des atteintes vasculaires systémiques. Et donc, on va avoir plusieurs types en fonction de la taille des vaisseaux qui est atteinte. Dans notre cas, ça va surtout être les petits vaisseaux. Et donc, pour ça, on va avoir des non-ANCA vasculites ou des ANCA associés. Donc, ANCA, ça veut dire les anticorps anticytoplasmiques des polynucléaires neutrophiles. Au niveau de la physiopathologie, c'est les neutrophiles qui vont être activés par une réaction inflammatoire de base qui n'est pas hyper importante et qui va être, ils vont être donc activés par les cytokines inflammatoires comme IL-1 ou le TNF. Et donc, cette réaction va exprimer la méloperoxydase qui va ensuite être visée par les anticorps anti-cytoplasmiques. Et donc, ça va
provoquer une augmentation de cette réaction inflammatoire qui elle-même va endommager l'endothélium. Et donc, en endommageant l'endothélium, on va avoir une atteinte systémique au niveau de multiples organes. Et dans le cadre de la polyangite microscopique, le principal, ça va être l'atteinte rénale qu'on va retrouver chez 80 à 100% des patients. Et c'est de type, en général, glomérulonéphrite rapidement progressive. On peut avoir une atteinte vraiment multisystémique, notamment pulmonaire. On peut avoir bien sûr tout ce qui est pleural, IVDO, et après des atteintes qui vont être un petit peu plus rares, mais qui peuvent globalement un peu tout toucher. L'atteinte rénale, comme je disais, c'était l'atteinte principale de la MPA, donc microscopique polyangite. Et donc, on va avoir vraiment cette glomérulonéphrite qu'on met en évidence typiquement à la biopsie. Donc, ça, c'est vraiment le gold standard. Et donc, on va voir cette image un peu parfois en croissant d'inflammation glomérulaire due justement à cette réaction inflammatoire sur l'atteinte endothéliale. Chez notre patient, donc, on va avoir en parallèle une atteinte pulmonaire, donc qui va commencer à exprimer des symptômes pulmonaires, donc de la toux. Pour l'instant, pas d'hémoptysie, mais avec quand même une désaturation à 87%. Et donc, dans le bilan, un CT thorax va être réalisé et on va voir la présence d'un nodule, on peut voir, spiculé, du lobe supérieur droit, qui va avoir une allure plutôt néoplasique. Pour l'instant, on n'a pas d'infiltrate ni rien, c'est vraiment ce nodule qui va nous poser un souci. Et donc, il va avoir de nombreux bilans, notamment une... Attends, on va peut-être juste faire une... Tu peux venir en arrière peut-être en te remettant sur la glomérulonéphrite et Charlotte va nous faire un petit commentaire à ce stade-ci, Charlotte. Donc, Moi, quelqu'un, j'aurais bien aimé avoir un sédiment urinaire, par exemple, tu vois, oui, à la garde. oui, donc il faut savoir avec une présentation comme ça, donc comme vous avez dit, c'est une insuffisance rénale qui peut s'évoluer très rapide et donc ici il était présenté déjà avec une insuffisance rénale quasi terminale, mais on l'a pas dû prendre tout de suite en dialyse. Il gardait un GFR autour de 20, 17 et donc les premiers jours il était sans dialyse et on a fait tout de suite la biopsie rénale qui a été effectivement confirmé le diagnostic de glomérulonéphrite en cas avec beaucoup de croissants et donc des membranes extracapillaires. Et donc, aussi dans son spot urinaire, dans ce cas-là, on voit surtout aussi beaucoup de protéinurie, hématurie. Donc, ça, on a certainement demandé. À ce moment-là, on demande aussi une récolte des urines de 24 heures pour, euh, pour évaluer la protéinurie. On a fait le bilan également, mais le diagnostic pour nous était très vite clair. OK, mais donc le point aussi, donc, insuffisance rénale sévérissime. La question, ça avait été exprimé de savoir est-ce qu'il n'y a rien d'obstructif. La réponse était rien d'obstructif. Après, si on a un sédiment urinaire actif, on programme la biopsie rénale, on dialyse éventuellement à ce niveau. Et quoi, et on met d'emblée aux urgences 1 gramme de solumédrol pour essayer de rétablir les Oui, choses? je ne sais pas si on va parler du traitement, mais on a commencé des corticostéroïdes chez ce monsieur. Après, on a commencé aussi le endoxampéros comme immunosuppresseur dans un premier temps. Puis, on va parler de la lésion pulmonaire qui n'était pas très claire au OK. départ. Bon, on Voilà. va développer. Voilà. Peut-être à ce stade-ci, questions, commentaires? J'ai un peu oublié mon cours de néphrologie. Dans le sédiment urinaire, est-ce qu'on voit les cylindres? Est-ce qu'on... Attends, Charlotte, j'arrive. On s'attend à voir des acanthocytes pour autant que on puisse les regarder convenablement et qu'on n'ait pas laissé traîner le pot d'urine sur un radiateur, parce que sinon, ça donne des faux positifs. Oui. Donc, effectivement, on peut aussi voir des épithèses cellulaires parce que c'est une preuve de destruction et aussi les acanthocytes
pour peut-être juste un petit rappel, ce sont des globules rouges qu'on voit dans les urines déformées, qu'on regarde sous le microscope. Donc, on va analyser la forme des globules rouges et donc ça peut nous aider à distancier est-ce que c'est l'origine d'hématurie, est-ce que c'est plutôt d'origine rénale ou plutôt de la vessie urologique. Donc, tout ça, on demande. Mais ici, je ne pense pas qu'on a d'office demandé parce que pour nous, c'était clair. Voilà, donc ça, c'est le nodule dont on commençait justement à faire un bilan. Donc, dans le cadre de ce bilan, on a fait un LBA qui ne montrait pas de germe, mais une alvéolite neutrophilique. On n'a pas d'argument en faveur, donc là, je n'ai pas marqué, mais on a également fait un quantiferon qui était négatif, donc pas d'argument en faveur d'une tuberculose. À l'EFR, ce qu'on note surtout, ça va être une diffusion du monoxyde de carbone qui est effondrée. Et là, on a fait ensuite un ébu et une ponction transthoracique qui, les deux, ne montrent pas de signe de malignité. Par contre, on a quand même un hypermétabolisme du nodule au PET scan, mais voilà, le reste du bilan au niveau néoplasique, c'était peu clair, mais plutôt pas en faveur d'une tumeur. Ensuite, on arrive en octobre 2023, donc ça c'était un mois après, le début de la prise en charge. Les traitements, tout ça, j'en reprends plutôt à la fin, donc c'est une prise en charge un peu groupée en fonction des atteintes. Mais donc, on a commencé l'hospitalisation de ce patient en septembre. Donc là, on est un mois après. Et donc attends, à ce moment-là, il est sous méthylprénisolone et endoxan. Voilà, donc le traitement a été commencé mi-septembre, donc à partir du 13, il reçoit effectivement du médrol 64 mg et de l'endoxan. Donc, en parallèle, notre patient développe des pyrexie à 39 degrés, une vraie dégradation de l'état général, avec une majoration de la désaturation. Et donc, vu le contexte d'immunosuppression, on le place d'office sous Roséphine, Biclar et Bactrim, alors qu'on n'avait pas encore vraiment de germes. C'est vraiment, on ajoute aussi le Maxipine du contexte d'immunosuppression, pas vraiment de germes mis en évidence. On refait un LBA et donc là, on fait un PCR multiplex et tout ce qu'on trouve, c'est qu'on va avoir une petite positivité pour l'entérovirus et un pneumocystis urologie et une positivité un peu plus importante pour un HSV1. Donc, on va ajuster le traitement en gardant le Bactrim pour couvrir le pneumocystis et ajouter la cyclovir pour l'herpès. Attends, là, il y a Jean Gérin qui met ses lunettes parce qu'il sait qu'il va devoir faire un petit commentaire. Non, non, j'ai un commentaire, mais je ne connais pas le cas. Je suis surpris qu'on rajoute du Maxipim à de la Roséphine, ça c'est une chose. L'idée d'avoir mis le Bactrim même avant d'avoir le résultat de la PCR, ça c'est très très bien. OK, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est à risque vu la pathologie et vu surtout le traitement qu'il reçoit. La cyclovir, oui, parce que on suspecte un réveil de herpès simplex. Moi, si je reviens un peu juste avant, j'étais quand même surpris par la désaturation. Quand on voit le scanner, il n'y a qu'un petit foyer, en fait. Et désaturé quand même, franchement. Donc, ça démontre bien que c'est une vasculite et que parce que la radiologie ne colle pas ne va pas avec une désaturation si forte, je trouve. Maintenant, revenons-en ici, oui. OK, ouais, je pense qu'en fait, j'étais pas très claire, c'est que quand on est ici, par exemple, je reviens, ça, c'est en septembre. C'est fin septembre qu'on met ça en évidence et on a du coup la péjoration qui se fait plutôt en octobre. D'accord. Donc, on n'avait pas vraiment de foyer encore au scanner en septembre, on avait juste ce nodule qui avait été multitesté, vraiment multibilanté et voilà, dont on n'avait pas vraiment d'explication à ce moment-là. Ok, d'accord. Juste un commentaire pour la mise sous cefipime, c'est parce qu'on a isolé des bacilles gram négatifs ou quelque chose d'autre? C'était pour une infection urinaire, je crois, qui était à entérobactère. Mais je peux le retrouver. C'est là. Ben, je vais le retrouver. Oui, ok. Après. Mais je crois que c'était parce qu'on avait un ému qui était positif pour un entérobactère. Ouais. Et donc, c'est plutôt pour ça que ça avait été dit. Je pensais que tu avais fait un commentaire sur les PCR multiplex. C'est quoi?
spécifique, sensible, trop sensible? Mais il y a quand même des notions. Enfin, d'abord, un, c'est sûrement très intéressant. Deux, l'interprétation, il faut s'en méfier. Dans certains hôpitaux, quand on a trois positifs, on n'en tient pas compte d'aucun des trois, à moins que vraiment on ait une positivité tout à fait claire, tout à fait nette. Quand on a un petit peu d'enterovirus ou une petite activité pneumocystis ou un petit peu de CMV ou autre qui ressort, je sais que dans un hôpital avec lequel nous travaillons beaucoup, quand il y avait trois positifs, on les jetait à la poubelle. On n'en tenait pas compte du tout. OK. Moi, je voulais encore me poser une question à ce stade-ci. Quand il a été mis sous endoxan, est-ce qu'il avait une prophylaxie au Bactrim? Euh, je crois que c'était du glazitime, oui. Je crois qu'il recevait ça. Attends, Charlotte? Oui, on a pensé sur ça, mais comme on a dû donc quand il était hospitalisé chez nous, en fait, il était tout juste hors dialyse et donc il est resté avec 17 clairances. Et dans ce cas-là, on a douté, mais on n'a pas mis sous Bactrim parce qu'on pensait, voilà, il sera poussé peut-être vers la dialyse. Mais à la fin, on l'a pris en dialyse et ça, malheureusement, je pense qu'on Il n'y a a pas dû de prophylaxie. Non, il l'avait pas. Et le choix de l'avoir mis sous endoxan oral plutôt qu'endoxan intraveineux ou rituximab? À ce moment-là, c'est dans notre guideline. C'est d'abord normalement l'endoxan et donc apparemment, c'est plus pratique en tout cas péreuse et donc apparemment le traitement péreuse ou intraveineuse est le même puissant. De la Enfin, puissance. l'avantage de l'oral, lorsqu'il y a une insuffisance rénale quand même importante, c'est qu'on donne des doses tous les jours et on peut freiner à temps. Alors que si on envoie 500 milligrammes ou plus, on peut se retrouver avec des cytopénies importantes. Donc ça, c'est l'autre avantage de l'oral. Et en plus, l'oral est finalement plus puissant que l'intraveineux, à condition de surveiller quand même de près l'examen hématologique. OK. Alors à ce stade-ci, je sais pas, on vote pour quelque chose. Euh, donc ici, bon, il y a un truc aigu qui se passe alors qu'il est sous traitement. Donc, une vasculite en cas au niveau des poumons alors qu'il est sous traitement, je ne le sens pas tellement. J'irais plutôt pour un pneumocystis, mais voilà. Et l'herpès, bof. Tout au départ, quand il était hospice chez nous, la lésion pulmonaire, pour les pneumologues, c'était pas exclu que c'était un adénocarcinome. Donc, avec le Oui, PET scan, on absolument. était Mhm. vraiment aussi allé dans ce sens-là. Donc, on n'était pas sûr au départ que c'était vraiment une vasculite ou pas. Donc, voilà. Donc ça aurait été, parce que bon, j'imagine qu'on va nous montrer d'autres scanners thoraciques. Mais ça, c'est une bonne indication de voir assez rapidement, sous traitement corticoïde et immunosuppresseur, si on voit régresser cette lésion qui pourrait être un argument fort pour avoir été un nodule plutôt de vasculite. Alors, donc, on refait à ce moment-là un CT thoracique. Et là, on voit toujours la présence de ce nodule et on voit aussi l'apparition d'un filtrat plutôt en verre dépoli qui est protocolé comme une possible composante de Pierce. Avec un LBA panel étendu, pour là, on n'a pas de germes pathogènes ni de cellules néoplasiques, ni en évidence. En novembre 2023, donc, parce que là, c'était fin octobre. Novembre 2023, ça va toujours pas vraiment mieux. Bon, il est toujours sous antibiotiques, donc il reste stable. La désaturation s'est un petit peu améliorée. Je sais pas pourquoi, je suis désolée, ça a fait des bugs comme ça partout. Mais donc, on refait un contrôle et là, on retombe de nouveau sur une image qui montre de plus en plus d'infiltrats, donc qui présente un peu comme une pneumonie cryptogénique organisée, enfin, qui est protocolée comme telle. Et avec à l'enjeu CT, on voit vraiment l'apparition d'infiltrats interstitiels et d'opacité réticulaire au niveau bilatéral, prédominant surtout au lobe supérieur.
Et il est sous combien de corticoïdes à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, on était justement en train de diminuer le schéma de Medrol. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre la dia sur les traitements avant ça, mais donc il était, je crois, sous 20 ou 16 de Medrol à ce moment-là. Alors qu'il était parti de 64, on était en moment dégressif. Et on avait stoppé l'endoxan également pour apparition d'une pancytopénie. OK, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on est quand même dans un traitement de fond où on n'est qu'à 2 mois depuis le début de toute son aventure vasculitique avec un traitement un peu léger, hein. Donc il reste 16 mg de Medrol, plus d'endoxan. Donc là, ça, c'est quand même la porte ouverte à une récidive au niveau pulmonaire de la maladie de base. Je vérifie pour ne pas me tromper, mais l'endoxan, effectivement, oui, avait été stoppé de moitié, diminué de moitié le 21 octobre parce qu'on n'avait pas de récupération rénale et on l'a stoppé complètement le 6 novembre, vu qu'on a présence d'une pancytopénie avec le Medrol qui était à 16 mg, qui donc le 6 novembre a été augmenté à 24. OK. Donc, pour reprendre un petit peu sur les pneumopathies interstitielles, apparemment, on se retrouve maintenant devant ce tableau. On a plusieurs types principaux, donc médicamenteuses ou toxiques. Je vous ai repris un peu les étiologies principales. Bon, bien sûr, c'est la liste non exhaustive médicamenteuse, puisqu'on a beaucoup, beaucoup plus que ça. On va avoir ensuite les systémiques avec tout ce qui est connectivite, maladie auto-immune du style Sjögren, lupus érythémateux, sclérodermie et les myosites auto-immunes. On va avoir les pneumopathies plutôt idiopathiques, donc celles dont on évoquait la cryptogénique organisée, les pneumopathies interstitielles aiguës, les fibroses pulmonaires, les pneumopathies interstitielles desquamatives, lymphocytaires ou alors non spécifiques. Les vasculites, donc avec tout ce qui est GPA, les micropolyangiolytes, voilà, c'est ça, pardon, les granulomatoses ou alors les artérites, mais bon, ça c'est quand même plus rare. Et ensuite, les atteintes diverses, tout ce qui est amylose, histiocytose X, les pneumopathies eosinophiles ou alors les sarcoïdoses. En décembre 2024, on va avoir de nouveau une récidive infectieuse et donc on fait de nouveau un contrôle scanner. Donc, en fait, là, il faut que je développe un petit peu. Donc, en novembre, ça a commencé ensuite suite à la multiple antibiothérapie malgré l'absence de vrais germes clairs. La multiple antibiothérapie plus la cyclovir, ça a commencé à aller mieux. Et donc, le patient a pu être transféré en revalidation pulmonaire. En mi-décembre 2023, la revalidation descend le patient aux urgences puisqu'on a une dégradation de l'état général avec de nouveau une désaturation et des pics fébriles. Donc, il est descendu aux urgences, on fait un scanner de contrôle et là, on met en évidence l'apparition d'une collection ici à type plutôt abcès au niveau apico-dorsal du lobe supérieur droit. Et après discussion avec le patient qui à ce moment-là ne souhaite pas de prise en charge de soins intensifs, on décide de le prendre en charge avec une antibiothérapie à spectre large, c'est-à-dire qu'il est placé sous méronème et hospitalisé en salle. Et donc c'est à ce moment-là que moi je rencontre le patient. On envisage de ponctionner cet abcès, mais en fait, lorsqu'on avait fait déjà la ponction du nodule qu'on avait mis en évidence en septembre, et on avait eu un pneumothorax ponction induit, vu la faible réserve respiratoire de ce patient et la présentation déjà donc emphysémateuse due à son antécédent tabagique et en plus maintenant d'infiltrat interstitiel sur une pneumopathie interstitielle, on décide que la ponction sous CT est trop dangereuse, donc on ne le fait pas. En plus, le patient a décidé de ne pas aller aux soins intensifs. On le met sous méronème pendant longtemps, presque un mois. On a une amélioration clinique, donc on décide avec les infectiologues de passer sur un relais par augmentin plus glazidime en dialyse.
Sauf que le patient ne supporte pas l'Augmentin puisqu'il se met à développer des diarrhées importantes, et donc on le replace sur le pulmonaire à partir du 22 janvier. Vu l'amélioration clinique, le patient reste quand même oxygénodépendant, mais on passe de 15 litres d'oxygène à 3 litres d'oxygène. On décide donc de pouvoir le retransférer de nouveau en revalidation pour espérer récupérer une certaine capacité pulmonaire de manière à ce qu'il puisse rentrer chez lui. Et on décide surtout de tabler sur une qualité de vie la plus optimale possible à domicile avec de l'oxygène. Ce patient, donc, il a été ensuite, après la revalidation, il a été suivi pour l'évolution pulmonaire et l'évolution rénale. Et donc, au niveau de l'évolution pulmonaire, on a une résolution partielle, puis après complète, de la collection abcédée. On a toujours un petit peu le reste de ce module qui est présent, mais surtout l'apparition vraiment d'une fibrose avec cet aspect en rayon de miel bilatéralement. Et ce qu'on peut voir, donc ça c'est le CT thorax le plus récent, c'est vraiment l'évolution très péjorative d'un syndrome interstitiel avec des opacités envers des polis bilatéralement et la présence d'une indice radiologique qui pourrait aller dans le sens d'une hémorragie alvéolaire dans le contexte du vascularite associé donc associé, je veux dire, pardon, je reprends, d'une hémorragie alvéolaire qui pourrait couler dans le contexte de cette vascularite pour laquelle il est traité. Ce patient, entre-temps, moi j'ai suivi un peu les notes de suivi, il refusait d'être repris en charge aux urgences, mais il avait un syndrome inflammatoire qui augmentait avec une apparition d'hémoptysie et donc qui pourrait s'expliquer effectivement par cette hémorragie alvéolaire. La pneumopathie interstitielle dans le cadre d'une polyangite microscopique, ça se traduit en général par des hémoptysies, une dyspnée, une hypoxémie, parfois une douleur plurale. Et tout ça, c'est l'expression, enfin, ce sont des symptômes qui s'expriment à cause de l'hémorragie intra-alvéolaire. En faisant des recherches, j'ai vu aussi qu'on pouvait avoir des nodules de type plutôt rétractile. Et donc là, en réfléchissant a posteriori, on peut se dire que le nodule qu'on avait mis en évidence en octobre et qui a été multibilanté pourrait être associé également à un début du coup de pneumopathie dans le cadre de la polyangite. La sévérité de l'atteinte va être variable. On va avoir donc déjà, on va avoir que 20% des patients qui ont une polyangite qui vont développer une atteinte de pneumopathie interstitielle. Et parmi eux, un tiers vont être asymptomatiques, mais certains peuvent développer une présentation d'insuffisance respiratoire aiguë et fulminante, comme on a chez notre patient, avec le développement d'une fibrose interstitielle chez 15% des patients qui sont touchés. Les options thérapeutiques, et donc là, ça reprend la prise en charge complète d'une polyangite microscopique, que ça soit à la fois rénale, pulmonaire ou d'autres présentations. La première ligne, ça va être les corticoïdes, qui sont en général en bithérapie, donc rarement en monothérapie, avec soit du rituximab, soit la cyclophosphamide, donc l'endoxan, qui, lui, peut être, comme on disait tout à l'heure, donné de manière IV ou PEROS, donc ça dépend un peu des préférences et de l'hospitalisation ou pas du patient. Le fait d'avoir une bithérapie comme ça va quintupler le pourcentage de survie et en général, on va avoir une rémission entre 75% et 90% des cas qui va apparaître dans les 3 à 6 mois suite à l'instauration du traitement. Donc, pour dire ça clairement, dans les 6 mois, on espère obtenir presque 90% de rémission chez nos patients. Le rituximab, lui, ça va être pas en continu, ça va être plutôt donc, 1 gramme à 2 doses à 14 jours d'intervalle, ou alors plutôt cette dose-là une fois par semaine pendant 4 semaines. Chez notre patient, on a donc commencé par des corticostéroïdes plus l'endoxan. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas eu une bonne réponse à l'endoxan et donc on a décidé de réduire, vu qu'on a eu en plus l'apparition d'une pancytopénie. On a arrêté l'endoxan début novembre
Et donc, on a tenté mi-novembre une première dose de rituximab, donc il a reçu 1 gramme de rituximab. Sauf qu'à partir de ce moment-là, on a eu la présence en parallèle d'un gros syndrome inflammatoire, et donc on a décidé de ne pas continuer la prise en charge pour le rituximab, en tout cas de l'interrompre à ce moment-là. J'ai ici, si jamais c'est plus clair, donc vraiment la frise chronologique de la prise en charge de ce patient, avec le diagnostic début septembre, la mise sous corticostéroïdes plus endoxant, donc la bithérapie à partir de mi-septembre, le schéma dégressif qui a commencé, là pardon c'est une erreur, c'est septembre, et la dialyse malheureusement on n'a pas eu d'effet escompté, qui a été initiée début octobre. L'endoxant stoppé début novembre, la première dose de rituximab, mais fin novembre, l'interruption de ce traitement, et donc uniquement on a gardé le médrol qui en ce moment-là avait été majoré pour la prise en charge, enfin à cause justement de ce syndrome inflammatoire. Au niveau des autres options thérapeutiques, on va avoir donc plutôt en deuxième, troisième ligne la plasmaphéreuse. Donc ça, j'ai cherché pas mal d'études. D'après ce qu'il en ressort, on n'a pas vraiment, avec la plasmaphéreuse, d'impact sur la mortalité ni sur la progression de la maladie rénale à 12 mois. Au contraire, on met en avant plutôt un risque infectieux majoré. Maintenant, c'est vrai que chez ce patient, on n'a plus vraiment d'options thérapeutiques autres. Et donc, en ce moment même, la plasmaphéreuse, c'est la prise en charge qui est considérée. Pour les patients, donc ça c'est un aparté, chez qui ce traitement fonctionne bien, on privilégie une maintenance plutôt à base de ces traitements-là. En faisant un peu de recherche, on trouve aussi en nouvelle thérapie pour la prise en charge des vasculites en cas l'avacopan. Alors là, par contre, je ne trouve pas d'article sur la prise en charge, c'est juste moi qui ne les ai pas trouvés, mais sur la prise en charge via l'avacopan en Belgique. C'est surtout, j'ai l'impression, aux États-Unis. Donc, c'est un médicament qui est un inhibiteur du récepteur 5, du complément 5A. Donc, lors de l'activation des neutrophiles, on va avoir une production de ce facteur qui va lui-même aller entretenir le processus inflammatoire avec activation et priming des neutrophiles. Et donc, le fait d'utiliser un anti-C5A va permettre de diminuer la réaction inflammatoire et donc le dommage endothélial. Ce qui a été montré, c'est que l'utilisation de l'avacopan va permettre de diminuer l'utilisation des corticoïdes en général de moitié. Et dans les études, on montre une amélioration des chances de rémission à 12 mois. La dose préconisée, donc ça va être 30 mg 2 fois par jour pendant 4 à 6 semaines. Attention à éviter dans les cas d'hépatopathie, les troubles un peu de coagulation ou alors de prise d'activateur du cycle 3 à 4. Et donc ça, c'est un graphique que j'ai trouvé donc, dans l'étude sur l'avacopan qui a été publiée dans le New England et qui montre qu'on a une petite amélioration en termes de risque, en termes de diminution de la probabilité de rechute avec l'utilisation de l'avacopan par rapport aux corticostéroïdes. À savoir que la p-valeur sur ça était à 0,48, donc on décrète que ce n'est pas vraiment significatif, mais quelque chose éventuellement qui peut être pris en compte et à suivre pour la prise en charge de ces patients. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Et donc, en résumé, chez notre patient, on a une polyargite microscopique avec un syndrome vraiment qui touche à la fois les reins et les poumons, qui a été mis sous corticostéroïdes, qui ne montre pas de réponse à l'endoxaban, qui a reçu une dose de rituximab, mais avec malgré ça une progression très rapide de l'atteinte pulmonaire. Et donc, hier, on a décidé avec les néphros une tentative de plasmaphéreuse. Et donc, le patient qui avait entre-temps été hospitalisé il y a 2 jours à Bren a été transféré à Delta pour tenter ce traitement, pour voir si ça permettait de le soulager, en tout cas d'éviter la progression de son atteinte pulmonaire. Ce patient, les complications qu'on a pu observer suite au traitement, donc ça c'est plutôt l'insuffisance respiratoire plutôt due à sa maladie.
La neuropathie, ça peut être aussi une complication de la polyangélite, mais également ça s'inscrit avec la myopathie dans le cadre de complications liées à la prise de corticoïdes au long cours. Pareil pour le diabète qui va être cortico-induit et pour lequel il a dû être placé sous immunodiazépine. L'immunosuppression également, la pancytopénie également, et bien sûr le risque de sepsis fortement majoré vu l'aspect immunosuppressif. Et maintenant, le souci chez les patients, c'est qu'on se demande quelles sont les options thérapeutiques restantes si jamais la plasmaphérése ne donne pas les résultats escomptés, puisqu'on arrive un peu à terme de cette prise en charge au niveau des guidelines thérapeutiques. Voilà, là maintenant sont mes sources. Merci beaucoup. Je pense que c'est un cas qui mérite effectivement pas mal de discussions. On peut peut-être abandonner le partage d'écran. Charlotte, commentaire? Oui, commentaire. Donc, pas des réponses en doxant. Je pense que c'était pas la bonne définition parce que il a compliqué la prise de l'endoxan par des infections opportunistes et donc c'est la raison pour laquelle on a dû arrêter l'endoxan. Donc, on n'a pas eu la chance vraiment de pouvoir voir si l'endoxan a pu donner une réponse ou pas. Les rituximab, donc ça, ensuite, on a essayé, donc on a donné 1 gramme. Après, il a compliqué ça avec un abcès pulmonaire. Donc, il faut toujours un peu mettre dans le panier qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il était vraiment au niveau côté respiratoire, il était très, très malade. Donc, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on fait avec l'immunosuppresseur. Est-ce qu'il tolère? Donc là, on a tout de suite après 1 gramme avec sa complication de abcès pulmonaire, on a décidé de ne pas pouvoir continuer les rituximab. Après, avec abcès pulmonaire, il était avec c'était le Méroneb, à mon avis, et donc il était longuement en révalidation à Braine-l'Alleud. Après, il est sorti à peine 2, 3 semaines. Et donc, depuis la semaine passée, il désature de nouveau très forte. Et donc, on a dû vraiment dû le convaincre pour accepter d'être de nouveau hospitalisé. Donc, il était même avec 4 litres à la maison, 6 litres en dialyse à Braine-l'Alleud. Et donc, la seule chose qui est très curieux pour nous, c'est que depuis février, ces anticorps en cas sont négatifs. Et donc, ça, c'est curieux parce qu'on voit bien qu'il y a une progression de la vasculite. Et donc, pour l'instant, et donc, voilà, maintenant, les dernières traitements thérapeutiques on fait maintenant, c'est la plasmaphérése parce que la plasmaphérése, ça, c'est surtout indiqué au moment qu'il y a un organe comme les poumons sont vraiment, il y a une atteinte pulmonaire très aggravée, très avancée. Et dans ce cas-là, pour vraiment enlever les anticorps, on va faire maintenant la plasmaphérèse. On va l'essayer, on va voir comment il va répondre. Donc, il a maintenant un schéma, il est entre-temps aux soins intensifs ici. Il a un schéma de 1 jour sur 2, combiné avec la dialyse. Et voilà, ça c'est pour l'instant ce que. Et après, on espère qu'on sait reprendre les rituximab à un dosage plus faible, 500 mg par exemple, on a pensé. Peut-être juste, puis ce serait un commentaire à Mathieu. Euh, deux points par rapport aux anticorps, aux ANCA. Je pense que dans des situations comme celle-là, c'est un élément complémentaire de dire qu'on a absolument besoin de voir l'évolution du taux d'anticorps anti-myéloperoxydase. Et donc, ça, il faut le demander. On ne le fait pas ici, mais ils le font à Bruckmann et on a les résultats assez rapidement, ce qui permet au moins d'avoir une mesure d'efficacité sur les anti-MPO, en sachant que les ANCA peuvent éventuellement être négatifs alors qu'on a toujours des anticorps anti-MPO. Donc, anticorps anti-MPO en priorité avec un suivi du dosage. L'autre remarque, c'est que la plupart de ces maladies auto-immunes, en tout cas
la plupart d'entre elles, si on prend le lupus, ou si on prend même les vasculites en cas, bon, les anticorps sont un marqueur de la maladie. En ce qui concerne les anti-MPO, c'est plus que ça. Donc, il y a beaucoup d'études, également dans des modèles animaux, qui montrent qu'il y a une toxicité des anticorps anti-myéloperoxydase. Donc, et ça, c'est vraiment très particulier, ce qu'on n'a pas avec les anti-PR3. Donc, ces anticorps anti-myéloperoxydase participent à la maladie. Et il y a des anciennes études, je crois qu'il y a eu des publications dans New England au début de l'aventure des ANCA, où ils distinguaient, puis après ça a été démenti, mais à l'époque, ils distinguaient les anti-MPO de type IgG et de type IgM. Et il y avait des papiers qui montraient que quand c'est des anti-MPO IgM, on a intérêt à faire des plasmaphéreses d'emblée. Et puis après, les études contrôlées n'ont plus vraiment montré cela, mais bon, c'est quelque chose qui se faisait à l'époque. Et puis, je pense que ça vaut la peine de parler de l'avacopan ici aussi. Il agit vraiment très différemment, très, on va dire, sur les lieux du crime, et sans avoir cet effet immunosuppresseur généralisé. Donc, ça peut être aussi d'un intérêt dans une maladie comme celle-ci. La firme est tout à fait favorable à discuter l'indication de l'avacopan, qui dans des études, je dirais, contrôlées, ont montré vraiment un effet remarquable et avec la possibilité de réduire beaucoup plus rapidement la corticothérapie. Mathieu? Oui, merci. Donc, c'était pour le rituximab. Je ne vois pas de raison claire de ne pas avoir continué le traitement. On a donné ça la première fois à Brenalu en novembre, 1 gramme. Et donc, vu que il avait son abcès pulmonaire, on a pensé que On si n'a on pas la fait preuve formelle que c'est un abcès. c'était en novembre, c'était quand même au niveau du scanner, c'était considéré comme un abcès pulmonaire. Parce que moi, je trouve qu'au final, on a du mal à dire si c'est la vasculite qui touche les poumons ou s'il y a vraiment une suraffection. On n'a jamais Oui. trouvé de germe. On a des nodules qui régressent un peu, puis qui repoussent. Notamment, le premier qu'on voit, il a fini par un peu régresser. Et le deuxième, à l'apex du lobe inférieur droit, il a bougé aussi à un moment. Mais on n'en trouve jamais de germe. Et il est douché d'antibiotiques. Et ça n'arrange quand même pas son problème. Par Oui. contre, si on regarde vraiment les traitements qu'il a reçus au niveau immunosuppresseur, on n'est jamais vraiment Aller jusqu'au dans les bout. guidelines, on n'est jamais vraiment allé au bout. On, j'ai plus le schéma de décroissance des corticos en tête. On a été assez vite. Alors récemment, ça a été revu. C'est vrai que ça peut aller assez vite, mais il vaut mieux faire gaffe parce qu'il y a des maladies plus résistantes que d'autres. Et la montée du syndrome inflammatoire après 1 gramme de Ritux, il faut aussi voir quand par rapport au gramme, parce qu'il faut aussi laisser le temps au Ritux d'agir. En général, je crois qu'il y faut 2 semaines, 3 semaines. Donc moi, au point où il en est là maintenant, parce qu'on a l'impression qu'il va finir greffé, je ne sais pas s'il peut être greffé, j'ai oublié son âge, des poumons. 67. Effectivement, moi, je redonnerai du Ritux parce qu'en plus, ça, je ne sais plus par cœur, mais je ne sais pas si on peut attendre beaucoup de la plasmaphérèse pour les poumons. Je crois que ça marche pour les reins finalement, mais peut-être pas pour les poumons. Pour les poumons aussi, normalement, maintenant, c'est plus indiqué quand il y a vraiment une atteinte pulmonaire très sévère. Là, c'est plutôt indiqué Ok. que de sortir de son insuffisance rénale. Ok. Maintenant, pour l'instant, les lymphocytes B sont zéro. Donc, Ah. on ne sait pas. Voilà, on n'a pas encore réfléchi. Allez, on a dit, voilà, est-ce que maintenant c'est le moment de reprendre le rituximab ou pas? Mais en tout cas, maintenant, ils sont à zéro après ce 1 gramme qu'il a reçu en novembre. Ok. Oui. Et on a un moyen de savoir s'il progresse au niveau rénal. Il est toujours dialysé. Donc on ne sait plus dire s'il progresse au niveau rénal ou pas. Donc, les seules marques d'activité, c'est le poumon et le dosage des anti-MPO. Parce que si on voit qu'il n'y a plus du tout d'anti-MPO, ça modifie quand même fort le raisonnement clinique. Mais si j'ai bien compris, en fait, le patient ne voulait plus redescendre aux soins intensifs. C'est pour ça que je suppose qu'on a été limité dans les prélèvements. Sinon, on aurait refait un autre lavage broncho-alvéolaire à l'apparition de cette lésion dite abcédée. Mais ça voulait dire le mettre au respirateur. C'est ça qu'il ne voulait pas. En fait, ce patient, il a eu plein de fois un changement en termes de ce qu'il souhaitait comme thérapeutique.
C'est-à-dire qu'il a été aux soins intensifs pendant un moment en octobre, à Sarre, pendant quelques jours, parce que justement, ça n'allait pas. Et puis en plus, après la longue prise en charge en médecine interne, quand il a été redescendu de la revalidation, là, il a dit « je ne veux plus de soins intensifs ». Et quand j'en ai reparlé, quand il est remonté en salle avec lui après, il m'a dit finalement qu'il allait changer d'avis. Donc, on a enlevé le statut pour repasser en thérapeutique maximale. Puis, il est sorti de son hospitalisation, je pense, après 3 mois d'hospitalisation. Il s'est dit, moi, je ne veux plus du tout retourner à l'hôpital. Et donc, malgré le suivi néphro et pneumo, il disait qu'il ne voulait pas du tout être hospitalisé de nouveau, même s'il désaturait avec l'augmentation de ce syndrome inflammatoire. Mais au final, quand on en reparle avec lui hier pour lui expliquer que si jamais il n'accepte pas d'être aux soins intensifs, on ne peut pas vraiment essayer de prendre en charge avec la plasmaphéreuse ou de faire des LDA, etc. Il change un peu d'avis. Donc il est toujours un petit peu entre les deux. Je pense que c'est un patient qui est très choqué par le développement fulgurant de cette maladie. Il allait tout à fait bien en août et maintenant il se retrouve dialysé 3 fois par semaine sous oxygène avec une insuffisance respiratoire vraiment importante et qui se péjore très très vite. Et donc il ne sait pas trop lui-même, en fonction des moments, il ne savait pas trop lui-même ce qu'il souhaitait vraiment comme prise en charge. Donc on en a bien rediscuté hier avec le docteur Guzman. Et il a décidé finalement d'accepter. Il dit lui-même, je suis jeune, j'ai envie d'être prise en charge, j'ai envie d'aller mieux. Donc, il a accepté finalement la prise en charge de soins intensifs. Docteur Cazard. Voilà, en fait, je reviens encore sur les MAPTERA ou en tout cas rituximab en IV. Nous donnons dans les pathologies immunitaires comme thrombopénie, parfois quand on donnait, ou dans les anémies hémolytiques, une fois par semaine, et on maintient ça parce que même si on élimine les lymphocytes, les résultats d'élimination des anticorps n'est pas tout de suite. Donc, il faut, je pense, je partage l'avis de pour Mathieu qu'il faudra poursuivre. Une deuxième chose, les plasmaphéreses. Ce sont des IgG souvent ici. Et la majorité des IgG sont dans les tissus, ils ne sont pas dans le sang. Donc, je doute un petit peu de l'effet ou l'efficacité réellement des plasmaphéreses. Quand ce sont des IgM, on est beaucoup plus efficace que quand ce sont des IgG. Peut-être par rapport aux modalités d'administration du rituximab. Alors, donc, il faut rappeler que au départ, le rituximab a été introduit dans le traitement associé aux chimiothérapies dans les lymphomes B. euh, et les modalités d'administration étaient effectivement, comme on l'a dit ici, 375 mg mètre carré toutes les semaines pendant 4 semaines. Et puis, ceci a été revu dans le cas des maladies auto-immunes. Certains ont continué sur les modalités que tu as repris là. Et puis d'autres, ce qu'on adopte le plus souvent, c'est plutôt 1 gramme 2 fois à 2 semaines d'intervalle. Quand ce sont des patients qui sont dialysés, moi, je préfère le système, je dirais, à l'ancienne, avec 1 fois par semaine, parce que ça permet de mieux combiner la dialyse et le gramme qu'on va éventuellement dialyser et qu'on n'aura pas donné aux patients, surtout dans des situations où la dialyse où les plasmaphéreses peuvent être courtes. Et à ce moment-là, on continue à bénéficier du rituximab en continuant à donner par semaine alors qu'il n'y a plus de plasmaphéreses. Donc, je pense que la modalité doit être discutée en fonction du type d'indication. Alors, l'autre point, c'est quand les lymphobies sont à 0, est-ce que c'est une indication de donner de rajouter du rituximab aussi? On est souvent dans cette situation-là, dans les traitements d'entretien des vasculites en cas. Donc là, il y a 2 modalités qui sont discutées. Soit c'est d'office, au bout de 6 mois, on remet une dose et on va ainsi de suite, ou bien on attend que les CD19 remontent, euh, ou on attend que les encas remontent et puis alors on donne en fonction d'eux. On a remarqué en comparant les 2 situations que c'était finalement assez équivalent du point de vue du résultat, si ce n'est que lorsqu'on attend que les choses remontent, eh bien, on épargne quantitativement l'administration de rituximab que si on le fait systématiquement. Mais dans l'administration systématique, on le faisait même si les CD19 sont à 0.
Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais il y a probablement autre chose que simplement le CD19 avec ce médicament. Jean, tu avais un commentaire? Je ne sais pas, il y avait quelqu'un d'autre qui avait... Oui, ah oui, oui. Je voulais juste vous dire des points de vue des soins intensifs parce que le patient, il est maintenant chez nous avec, moi j'ai l'impression en entendant les cas, qu'on est encore au point de départ, c'est-à-dire une insuffisance respiratoire qui est très marquée, raison pour laquelle nous allons faire cet après-midi un lavage bronchoalvéolaire. Néanmoins, il faut se dire que ce patient, il a eu quand même un pneumocystis qui était traté et qui avait répondu. Donc, à un moment donné, il avait des infections qui étaient bien présentes. Il est très immunocompromis et donc exclure un foyer infectieux est tout à fait raisonnable. Ceci dit, maintenant on est la veille des week-ends, on sait que les résultats des lavages bronchoalvéolaires, on l'aura probablement lundi ou mardi pour toutes ces que c'est bilan PCR multiplex des pathogènes respiratoires. Donc, entre-temps, la plasmaphéreuse est bon à discuter si on devrait répondre à un immunosuppresseur, mais en sachant que le patient il n'est pas du tout infecté. On risque d'aggraver une situation. Donc maintenant, il faut dire aussi que ce sont des maladies graves, hein. Ben, je veux dire qu'avant les traitements, la règle, c'était de mourir hein, avec ces vasculites. Et le début du traitement à l'endoxan, vous vous souvenez qui a commencé le traitement à l'endoxan dans le Wegener et les vasculites? Un certain Fauci. Oui, Fauci. OK. Eh bien, Fauci, c'était lui, c'était à ce moment-là au NIH, la mecque des vasculites, et c'est Fauci qui a introduit le traitement à l'endoxan, d'abord avec de l'endoxan strictement oral, mais qui était maintenu pendant 1 an. Donc, on arrivait à des doses cumulées de 30-40 grammes d'endoxan, et puis on récoltait après des lymphomes secondaires à une immunosuppression trop importante. Et c'est ça qui a fait basculer l'administration orale vers l'administration intraveineuse, parce que la dose totale était beaucoup plus réduite. Donc, c'était Fauci. Euh, et puis après, ça a migré vers Paris avec le Loïc hein, donc, et le centre déplacé, puis Fauci a fait d'autres choses intéressantes, puisqu'il s'est occupé du sida avant de s'occuper du Covid. Mais dans ce pays-là, on n'est pas mis au rencard à 65 ans, ce qui a quand même des avantages pour certaines personnes qui sont brillantes. OK. Euh, bien. Euh, pas d'autres questions, commentaires. Enfin, je pense que dans ces situations-là, finalement, ce grand tour aussi s'apparente presque en quelque sorte à une com à propos de cette maladie. Je pense que on devrait peut-être s'inspirer des difficultés de décision qu'il y a eu dans ce cas pour faire des coms de médecine interne dans des situations particulières comme celle-ci, et peut-être le généraliser à d'autres situations, peut-être moins sévères, mais qui méritent discussion. Bien, mais s'il n'y a pas d'intervention à distance, autre commentaire, eh bien, merci beaucoup.